Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Alors vous êtes le président des Patriotes, on le sait. Vous lancez une nouvelle initiative, une initiative de rassemblement des souverainistes. Mais avant de vous interroger sur ce nouvel élan, finalement, je voudrais surtout revenir sur une phrase que vous avez prononcée dans l'une de vos dernières vidéos. Vous expliquez que la crise du coronavirus n'est pas une crise sanitaire, ou du moins pas seulement, mais c'est aussi une crise de la souveraineté. Oui, incontestablement, je pense que si on analyse sérieusement cette crise du coronavirus, on se rend compte assez vite que c'est une crise de souveraineté. Pourquoi? C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une épidémie de souverainistes en ce moment dans le pays, je pense. Même, je crois, Najat Vallaud-Belkacem et quelques autres sont en train de devenir souverainistes. Emmanuel Macron, bien sûr. Enfin, on y reviendra sur ce que ça signifie vraiment. Mais je pense que c'est une crise de souveraineté parce qu'on voit bien que n'étant plus un pays souverain, on n'a même plus été capable de fabriquer des masques, même plus été capable de fabriquer des cotons-tiges pour faire des tests de dépistage, parce que si on a eu une pénurie de tests, c'est tout simplement qu'on ne fabrique plus de cotons-tiges en France, donc on ne pouvait plus les utiliser. On ne peut pas décider quand est-ce qu'on ferme ou qu'on ouvre nos frontières. On n'a plus la capacité de mobiliser une industrie quand il le faut, en période de crise ou en période de guerre sanitaire. Et donc je pense que là, on est vraiment au cœur de ce qui devait finir par arriver, c'est-à-dire un drame absolu, parce qu'un pays qui n'est pas armé pour affronter des crises ou des tempêtes, eh bien, au moindre coup de vent, il est par terre. Et honnêtement, là, je crois que les Français ont réalisé un peu stupéfait que nous étions par terre. On a été complètement laminés par cette crise. Et c'est fondamentalement une crise de souveraineté. C'est pour ça que pour y répondre, je ne vois pas d'autres personnes que les souverainistes sérieux et sincères. Alors, je vais un peu faire l'avocat du diable, mais on a coutume de résumer finalement le combat souverainiste à un combat contre l'Union européenne, contre l'Union européenne de Bruxelles. Finalement, on a vu aujourd'hui que tous les problèmes que vous avez évoqués, ils sont aussi étroitement liés à la mondialisation. Et de ce fait, est-ce que finalement, c'est pas un peu réducteur de toujours taper sur l'Union européenne? Mais, si vous voulez, il faut être cohérent. En fait, pourquoi on tape beaucoup sur l'Union européenne quand on est, je veux dire, un peu sincère et sérieux, surtout dans sa démarche, c'est que l'Union européenne, là vous avez raison sur la mondialisation, mais l'Union européenne, c'est un accélérateur de la mondialisation sauvage. En fait, l'Union européenne, c'est le bras armé politique, réglementaire, juridique de la mondialisation. C'est elle qui a fait que nous n'avons plus de frontières, aussi bien commerciales que migratoires d'ailleurs, qu'on ne peut pas faire de protectionnisme, mais qu'on fait du libre-échange, y compris pendant cette crise. On a encore signé des accords de libre-échange avec le Vietnam et le Mexique, quand même, au mois de mars et au mois d'avril. C'est hallucinant. Et c'est elle qui fait qu'avec l'euro, on s'est désindustrialisé, au bénéfice d'abord de l'Allemagne et d'autres pays, mais nous et les pays d'Europe du Sud, on s'est massivement désindustrialisé. Et c'est elle qui fait qu'on n'a même pas l'élan économique suffisant par la gestion d'un budget ou d'une monnaie pour pouvoir répondre à une crise. Donc il s'agit effectivement d'avoir une vision large des choses. Ce qui ne va pas, c'est un modèle, ce sont des choix politiques, idéologiques qui dépassent largement la seule Union européenne. En fait, c'est le manque d'ambition nationale, le problème. C'est qu'on ne croit plus en la France. C'est qu'on ne se donne pas les moyens d'avoir une stratégie, une vision nationale. Et donc d'avoir une capacité de faire autre chose que de s'adapter à la mondialisation. Mais c'est vrai que tant qu'on est dans l'Union européenne et dans l'euro, en réalité, tout ce qu'on pourra promettre aux Français restera au stade de vœux pieux. Voilà. Donc c'est pour ça que si on est un souverainiste conséquent, on ne peut que demander d'abord la sortie de la France de l'Union européenne et de l'euro et de tout ce qui est supranational. Donc c'est aussi l'OTAN, c'est aussi la Cour européenne des droits de l'homme. Et ensuite, on avisera pour mener une politique conforme à nos intérêts nationaux. Mais je pense qu'il ne faut pas faire les choses dans le désordre, parce que sinon, on en reste au stade des slogans électoraux et ce n'est pas très intéressant. Alors avant de revenir sur ce projet, justement, vous avez dit qu'il y a une épidémie de souverainistes après cette crise sanitaire. Vous parliez notamment d'Emmanuel Macron. On sait que Bruno Le Maire a également plaidé pour une réindustrialisation de la France. Est-ce que finalement cette crise n'était pas celle que l'on attendait pour que nos dirigeants actuels aient une prise de conscience de la situation et renouent justement avec une forme de souveraineté? Est-ce qu'on ne peut pas leur donner du crédit? Non, je ne crois pas une seule seconde à nos dirigeants actuels, et je dirais même à ceux parmi lesquels ils se font, c'est à l'oligarchie qui dirige la France, qui dépasse bien évidemment simplement Emmanuel Macron et son gouvernement. Je ne crois pas un seul instant qu'ils changeront de politique. Je pense qu'au contraire, ils vont essayer de profiter de l'état de panique de la population qu'ils entretiennent savamment et des conséquences désastreuses de la crise qui va notamment mettre en position de faiblesse les travailleurs, parce qu'ils vont chercher du boulot tout simplement, ils vont prendre ce qui passe, pour essayer d'accélérer leur projet.
Et moi, je m'attends vraiment à un coup d'État là, mondialiste et ultralibéral contre les peuples, à tout point de vue d'ailleurs, on pourra en parler si vous voulez, aussi bien contre leur liberté, contre nos libertés, que contre nos droits sociaux et nos droits humains, droits de personnes dignes. Donc, si vous voulez, je ne crois pas du tout qu'ils pourront changer, ils ne peuvent pas, ils sont englués dans leur idéologie, ils y ont des intérêts financiers, ils y ont des intérêts personnels, des intérêts de carrière. Donc il faut d'abord se débarrasser de ces gens-là, d'une manière ou d'une autre, et il faut absolument que le peuple français se choisisse des représentants qui soient d'abord et avant tout attachés à la France. C'est pour moi le seul critère. À partir du moment où on est sincèrement attaché à la France, on fait tout son possible pour la servir de la meilleure manière possible. Et ces gens-là ne sont pas attachés à la France. Emmanuel Macron n'aime pas la France, ça se sent, ça transpire de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il incarne. Et donc, par définition, il ne veut pas faire du bien à la France puisqu'il ne l'aime pas. Alors, on en vient à votre nouveau projet, donc le Rassemblement des souverainistes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer avec qui ce rassemblement peut être fait ? Moi, si vous voulez, j'ai tendu la main à tous ceux qui, je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ça maintenant, mais à tous ceux qui, dans leur discours et dans leurs propositions politiques, ont, à mon sens, compris qu'il fallait d'abord partir de la souveraineté nationale pour ensuite envisager les choses. Si on veut régler l'immigration, la crise économique, la crise sanitaire, la crise démocratique et la crise écologique, soit tous les sujets, si on n'est pas souverain, on parle dans le vide. Donc, je m'adresse à ceux qui, à mon avis, ont mis les choses dans le bon sens. Après, on peut avoir des désaccords sur la méthode ou même sur ce qu'on ferait après, évidemment, mais ça s'appelle la démocratie, c'est pas très grave. Donc voilà. Donc j'ai fait ça maintenant. Pourquoi ? Parce qu'on disait tout à l'heure, il y a une épidémie de souverainisme, enfin, beaucoup de faux souverainistes là-dedans, évidemment, comme Macron, mais beaucoup, en tout cas, parmi, on va dire, les souverainistes sincères et ceux qui le sont et qui l'étaient déjà bien avant la crise, nous disent qu'ils veulent le rassemblement des souverainistes. Moi, j'entends parler toute la journée et je m'en réjouis de rassemblement des souverainistes. Bon, tout le monde le dit. Alors, ça me paraît être une très bonne chose, parce que si on n'est pas rassemblés, on n'y arrivera pas. En face, le bloc mondialiste a fait son unité, donc nous, on doit la faire aussi. Simplement, il faut que ce rassemblement souverainiste ne reste pas au stade du slogan. Et donc, il faut lui donner de la chair, il faut lui donner une réalité concrète. Donc, j'ai proposé effectivement une méthode et un calendrier resserré. Donc, j'ai dit une méthode. On fait très vite, là, dans les jours qui viennent, on crée déjà une association et on se donne un nom. Comme ça, on sera identifié par les Français et tous ceux qui s'y reconnaissent viennent. On n'est pas là pour exclure ou choisir. Voilà, on fait, c'est la maison des souverainistes et on existe. On a une association, on a un nom. Et ensuite, un calendrier, on se voit et on invite tous ceux qui se reconnaissent dans ce projet à venir. Et j'ai proposé cette date du 20 et 21 juin à Colombey. Pourquoi ? Parce que ça nous évite de reporter tout ça après les vacances d'été. Donc ça, c'est vraiment le risque de l'enlisement, de reporter ça dans 6 mois. C'est la meilleure chance qu'on ne fasse jamais rien. Et en même temps, c'est assez loin du déconfinement, donc ça nous permettra normalement de pouvoir circuler ou de nous rassembler dans des conditions un peu plus faciles, notamment après le 2 juin. Enfin, si j'ai bien suivi, après le 2 juin, on sera un peu moins en cage et on aura un peu plus de liberté. Et puis, c'est vrai que j'ai proposé Colombey parce que c'est les 80 ans de l'appel à la résistance du 18 juin du général de Gaulle. Et je crois que nous sommes clairement dans une position aujourd'hui de résistance. Et nous devons être en position de résistance pour être crédibles. Voilà. Après, donc, j'ai envoyé une lettre ou un courriel à plein de responsables d'associations, de mouvements politiques. Ça n'est pas exhaustif. Il y en a qui m'ont donné d'autres noms. Je leur ai dit, contactez-les directement. Ils sont les bienvenus. Je ne suis pas la puissance invitante. Je ne suis qu'une force de proposition. Mais je veux hâter et rendre concret ce rassemblement parce que sinon, ça reste un slogan électoral, voire un slogan commercial ou publicitaire. Et ça serait désespérant pour les Français si on n'était pas capable de montrer qu'on veut se donner les moyens de faire ce qu'on annonce. Alors, vous parlez d'un regroupement le 21 juin à Colombey-les-Deux-Églises. Vous avez parlé également d'une épidémie de souverainistes. Est-ce qu'il n'y a pas également une épidémie de gaullistes en France ? On a vu Emmanuel Macron récemment se revendiquer aussi du général de Gaulle. Est-ce que ce n'est pas aussi une nouvelle mode ? Pour certains, oui, mais ne lui laissons pas le gaullisme. Il n'en est pas digne. Je veux dire, c'est la fourmi qui met ses papates dans les traces de la patte de l'éléphant, quoi. Je veux dire, il n'est pas à la hauteur et le costume est 1000 fois trop grand pour lui. Il est même l'anti-gaullisme, si vous voulez. Donc, par tout ce qu'il fait, la soumission de la France aux puissances d'argent, à l'atlantisme, à l'Allemagne, à l'Union européenne, par tout ce qu'il fait, il est anti-gaulliste. Donc, il ne faut pas accepter cette imposture. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai proposé ça. Mais vous savez, moi, je crois à l'intelligence quand même des gens, des Français. Emmanuel Macron gaulliste, je crois que ça saute aux yeux que ça n'est pas sincère. D'ailleurs, il suffisait de le voir à Montcornet pour la célébration là, de la victoire très temporaire pendant 48 heures du colonel de Gaulle le 17 mai 1940.
il a récité un discours, il suffisait de le voir, honnêtement. Moi, je dis aux gens, fiez-vous aussi à votre intuition, à votre instinct. Écoutez le ton de sa voix, regardez sa gestuelle. Il n'y a rien de sincère chez ce bonhomme, rien. Et en particulier quand il parle du général de Gaulle. Mais vous savez, d'autres ont d'autres figures que le général de Gaulle, ou pour des raisons personnelles ou familiales, sont moins attachés, que je ne le suis, à cette figure. C'est pas grave, on doit faire le rassemblement, si vous voulez. Si on me propose un autre lieu, ça sera un autre lieu. Moi, je pense que Colombey, c'est pas mal comme terme de symbole. Mais je m'adapte. Et vraiment, si on me propose une autre date, une autre méthode, un autre lieu, tant qu'on ne repousse pas ça au calendrier grec il y a dans 1 an ou 2 ans, ou même dans 6 mois, je m'adapte et je veux montrer ma bonne volonté. Alors, vous avez expliqué que finalement, c'était un rassemblement qui ne voulait pas exclure que tout le monde était le bienvenu. On imagine de ce fait que l'échiquier politique est très large. Ça peut aller, j'imagine, de la France insoumise au Rassemblement national, sans exclure, encore une fois, aucune tendance. J'ai envie d'être un peu méchante, Florian Philippot, mais on vous a connu moins ouvert d'esprit quand vous étiez encore vice-président du Rassemblement national. Non, on a essayé de me faire passer pour ce que je n'étais pas. Non, j'ai toujours été honnêtement droit sur mes convictions, ça c'est vrai, droit dans mes bottes. Je pense au bon sens du terme, parce que je n'ai jamais imaginé la politique et l'engagement autrement que par un sens noble, c'est-à-dire la défense de convictions et pas les compromissions permanentes. Donc ça, c'est vrai que ça donne une certaine rigidité, mais je pense que c'est une rigidité de sincérité dans l'engagement. Et reste, non, j'ai toujours, vous savez, quand j'étais déjà à l'époque au Front National, j'avais essayé de créer des passerelles avec Dupont-Aignan et quelques autres déjà à l'époque, et on le sait. J'avais même proposé qu'on parle évidemment aux souverainistes de gauche, ça m'avait été reproché. Non, j'ai pas varié de ce point de vue-là, et moi, je m'adresse dans cette initiative-là en 2020, parce que c'est quand même aujourd'hui et demain qui compte, c'est pas le passé, et je m'adresse vraiment à tous ceux qui se reconnaissent comme souverainistes, mais j'ai envie de dire, ne faisons pas la réunion des mous, quoi. Parce que y a cette, je sais que derrière souverainiste, parce qu'il y a un passé, etc., beaucoup entendent c'est mou, quoi. C'est mou, c'est tiède, c'est pas à la hauteur, ou alors ce sont des intellectuels qui vont disserter sur la souveraineté nationale, et tout ça, c'est très loin. Non, on doit être radical. On doit être radical au bon sens du terme, c'est-à-dire revenir à la racine des problèmes et avoir une action radicale. En face, l'oligarchie n'est pas molle, elle n'est pas tiède dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle fait subir à la France. Donc nous aussi, on doit être radical au bon sens du terme, et on doit sortir justement de ces rassemblements des tièdes pour aller vers une vraie force qui crée de l'espérance dans le pays. C'est ça que je propose. Et je suis certain que je ne suis pas le seul à penser ça. Je suis même certain qu'on est très, très, très nombreux et de plus en plus nombreux à le penser. Alors, vous êtes risqué à faire une sorte d'inventaire à l'après-Vert des personnalités compatibles avec ce rassemblement souverainiste. Vous avez parmi eux cité Nicolas Dupont-Aignan, que vous avez recité tout à l'heure avec Debout la France. Vous avez également cité Julien Aubert, qui lui est député Les Républicains. Mais également, je sais que vous avez tendu la main à François Asselineau, le président de l'UPR, qui était d'ailleurs à l'origine d'un grand rassemblement pour fêter le Brexit le 31 janvier dernier, où vous étiez, bien sûr. Il y a quand même un problème qui va persister dans ce regroupement, évidemment, c'est la sortie ou non de l'Union européenne. Oui, on n'est pas tous d'accord là-dessus. D'abord, je rebondis. J'ai donné une liste de noms indicative, encore une fois. J'ai dit chacun est libre d'inviter d'autres personnes. Je ne suis pas la puissance invitante. Moi, je suis obligé de choisir des noms. Mais chaque jour, d'ailleurs, j'en ajoute et je renvoie des courriels supplémentaires. Bon. Mais oui, on est en divergence, par exemple, sur le Frexit. Voilà. Nous, aux Patriotes, on est clairement pour le Frexit. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est la deuxième étape. Vous savez, tant qu'on ne se connaît pas, parce qu'on ne se connaît pas tous encore, tant qu'on ne se parle pas, tant qu'on ne se réunit pas, qu'on ne se rassemble pas, on ne risque pas de discuter de nos divergences. On ne risque pas de confronter nos idées. Donc, la première étape, c'est d'abord qu'on se rassemble. La deuxième étape, on va confronter nos idées. Moi, personnellement, je suis persuadé que de cette confrontation des idées sortira une radicalité. J'en suis persuadé. Je pense que la mollesse et la tiédeur ne peuvent pas sortir d'une confrontation des idées dans le contexte actuel. Dans le contexte de bouillonnement du pays, d'effondrement économique et social qui arrive, mais aussi d'effondrement de nos libertés, avec la loi Avia, l'épouvantable loi Avia qui va mordre nos libertés à partir du 1er juillet. Forcément, c'est un projet radical au bon sens du terme, encore une fois, c'est-à-dire agir sur les causes pour modifier les effets. C'est ça la radicalité, qui va sortir. Donc, mais ça, on en discutera après. Pour l'instant, réunissons les gens de bonne volonté, sincères dans leur démarche, et ce sera déjà formidable. Et puis, ça va allumer une espérance. Voilà. Les gens sont désespérés aujourd'hui, ils n'ont plus le moral et ne croient plus en la politique. J'ai envie de démontrer qu'on peut faire autrement et qu'on peut recréer une espérance.
Alors justement, on comprend que finalement, il faut qu'il y ait du débat, il faut qu'il y ait des échanges, mais que voulez-vous faire de ce regroupement de souverainistes? Est-ce que vous voulez en faire un énième think tank quelque part, ou est-ce que vous voulez être une puissance électorale? Non, il faut une force politique pour prendre le pouvoir le plus vite possible, pour renverser la table, pour chasser Macron, ses sbires et l'oligarchie, et pour imposer, ce qu'on a appelé, nous, aux patriotes, un programme de salut public. Qui est forcément d'inspiration patriotique, forcément d'inspiration nationale. Je veux dire, il n'y a pas d'autre but. Si c'est un think tank, non, ça c'est fait. Ça fait 30 ans que ça se fait dans le milieu souverainiste, et d'ailleurs un peu partout, hein, il faut être honnête. C'est bien de réfléchir, mais on a beaucoup réfléchi. Des idées, on en a plein. Et manifestement, d'ailleurs, nos idées n'étaient pas totalement fausses, vu quand même ce qui se passe dans cette crise, hein, et puis d'autres crises, hein, la crise migratoire ou d'autres. On voit quand même qu'on a quand même globalement raison. Enfin, je crois qu'on peut nous reconnaître ça. Donc, il faut passer maintenant urgemment à l'étape d'après, une force puissante, populaire, d'inspiration patriotique, parce qu'il faut se fonder plutôt sur l'âme de la France et ce qu'elle est. Parce que si on n'est pas dans la réalité française, on sera complètement, on sera dans l'artificiel et dans le déconnecté. C'est pas du tout cela que les gens attendent aujourd'hui. Ils attendent une vraie force populaire. Et le but, c'est de prendre le pouvoir et de renverser la table, très clairement. Moi, j'ai parlé de révolution politique, je l'assume. Si on veut éviter des lendemains sanglants, parce que c'est tout à fait ce qui nous pend au nez, alors il faut faire cette révolution politique. Pour faire cette révolution politique, il faudra un programme commun, donc de ce rassemblement des souverainistes. Là encore, on a vu avec la question de l'Union européenne, ce sera difficile, et ce sera évidemment difficile sur la question migratoire si vous ouvrez jusqu'à l'extrême gauche. Mais je n'ai pas ouvert jusqu'à l'extrême gauche. Je n'ai pas demandé à Philippe Poutou de nous rejoindre. Je pense qu'il n'est pas du tout souverainiste. Je pense qu'il partage avec Emmanuel Macron de ne pas aimer la France. Et lui, d'ailleurs, assume de ne pas croire en la nation, etc. Non. Je me suis adressé à la gauche parce qu'il y a des patriotes à gauche, évidemment. Et que, vous savez, les mondialistes ont fait l'union droite-gauche. Si en face, nous nous enfermons dans un camp qui n'a plus beaucoup de sens, nous sommes perdants à tous les coups. Alors, mais je vous trouve pessimiste. Oui, bien sûr, on aura des débats sur l'immigration, sur l'Europe, et même sur d'autres sujets. On n'est pas forcément non plus d'accord sur tout en matière économique et sociale. On n'est pas d'accord sur tout. Il y en a qui sont pour le RIC comme nous, il y en a qui ne sont pas pour le RIC. Mais je veux vous dire, si déjà on a ces débats-là, c'est très bon signe. Ça veut dire qu'on est dans la même pièce au même moment et qu'on se rassemble et qu'on discute. Voilà. Et moi, encore une fois, je suis absolument persuadé que vu l'ampleur de la crise et vu l'époque et le trouble actuel, c'est une radicalité positive qui sortira. Ce n'est pas un projet tiède. Le projet tiède, il serait balayé en 3 semaines par l'oligarchie. Donc moi, je suis très optimiste, vraiment optimiste là-dessus. Et d'ailleurs, je constate déjà des convergences qui sont en train de se faire avant même le rassemblement. Alors, on l'a vu, il y aura des points de désaccord, il y aura sans doute un point consensuel pour tout le monde, c'est la question de la souveraineté nationale. Pour autant, on a vu que la mondialisation avait montré ses faiblesses, que l'Union européenne avait montré ses faiblesses. Est-ce qu'on ne peut pas considérer aujourd'hui que l'État, comme entité, a également montré énormément de faiblesses et que finalement, la vraie question de la souveraineté pourrait se situer bien en dessous du niveau national ? C'est-à-dire que l'État, ça fait 30 ans qu'on le déplume pour le marché, en privatisant tout, en détruisant les services publics, et pour l'Europe, en lui enlevant ses compétences et ses prérogatives. Donc, il ne faut pas s'étonner que déjà en période normale, en partant calme, ça ne fonctionne pas très bien, mais il ne faut pas s'étonner qu'au premier coup de vent, et celui que nous avons vécu n'était pas quand même le plus faible, l'État s'effondre. Effectivement, l'État a été mauvais dans cette crise, mais l'État, j'ai envie de dire que tout a été fait pour que l'État soit mauvais depuis des décennies. En plus, il est piloté en ce moment par une équipe particulièrement mauvaise et nulle. Une équipe de menteurs, d'incompétents, d'amateurs assumés, puisqu'ils l'ont assumé. Je veux dire, quand vous êtes dirigé par Sibeth Ndiaye, Emmanuel Macron et quelques autres, ne vous attendez pas à avoir une équipe championne du monde, c'est une évidence. Donc, il faut rebâtir un État digne de ce nom. Ça ne veut pas dire un État qui étouffe ce qui se passe en dessous. La France est diverse aussi, la France, c'est une richesse géographique, culturelle, historique, magnifique. Et moi, je suis très attaché à la liberté communale, par exemple. Je pense que les communes ont montré justement dans cette crise une forte résistance et une utilité. Voilà, je suis par contre contre la tendance à landeriser la France. Je pense que ce n'est pas le modèle français. La France, la nation, le lien entre nation et État, il est pluriséculaire, il est millénaire dans notre pays. Ça fait partie de notre identité nationale. Quel lien, quel rapprochement ou au contraire désaccord pouvez-vous faire avec l'initiative qui a été lancée par Michel Onfray, Front Populaire ?
sur le papier, c'est la même. Moi, j'ai lu les premières lignes de Front Populaire, c'est rassemblement des souverainistes au-delà de la gauche et de la droite. C'est exactement le mot d'ordre des patriotes, mot pour mot. Donc, j'ai immédiatement fait une vidéo en disant ce que je pense sur ma chaîne YouTube, ce que je pense de Front Populaire de Michel Onfray. J'en ai dit le plus grand bien, à quelques bémols près, j'avais dit à l'époque, parce que, par exemple, je ne comprenais pas ce que faisait Jacqueline Moureau, qui pour moi est une fausse gilet jaune macroniste dans ce rassemblement. Enfin, pour moi, il y a quelques erreurs de casting. Il y avait par ailleurs des gens extrêmement bien et compétents, comme Jacques Sapir ou d'autres dans ce rassemblement. Mais j'ai dit, puisqu'on a le même objectif, on doit finir par se rencontrer. Je veux dire, si on est de bonne foi et si on est sincère. Voilà. Bon, entre-temps, Michel Onfray, pour présenter son initiative, a fait 2-3 médias et systématiquement, il m'a attaqué. Mais de manière gratuite, systématiquement. Donc, j'ai fait une nouvelle vidéo. J'ai dit, écoutez, au bout d'un moment, je ne comprends pas. Moi, vous ne voulez pas de moi à Front Populaire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je ne demande pas à être Front Populaire. Chacun travaille avec qui il a envie de travailler. Mais faisons ce rassemblement. On n'est pas obligé d'être dans la même structure. Faisons ce rassemblement. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Voilà. Donc ça, si vous voulez, on verra. Je lui laisse pour l'instant le bénéfice du doute. On verra. Mais si on veut démontrer que ça n'est pas simplement un slogan commercial pour vendre une revue ou des abonnements, il va falloir accélérer les choses. C'est mon point de vue. Voilà. Je pense qu'il y a des gens sincères là-dedans. Il y en a d'autres qui le sont peut-être moins. Pour l'instant, je n'ai pas d'éléments très concrets pour le dire. Mais si on fait le rassemblement, on le fait vraiment. Sinon on s'amuse. Sinon, on se fait un peu d'argent. Mais c'est pas ça quand même qu'attendent les Français aujourd'hui. Pour le moment, j'imagine que vous avez déjà eu des réponses favorables, positives pour votre initiative. Oui, j'ai envoyé les courriels il y a quelques jours, mais pour l'instant, j'ai eu Pierre-Yves Rougeron et son cercle Aristote qui m'a gentiment dit qu'il était très partant, que même il pourrait participer à l'organisation si on le souhaite. Donc, je leur remercie beaucoup. Philippe Murer m'a dit oui aussi, donc économiste et spécialiste des questions environnementales. Jaune et citoyen de Jean-François Barnaba m'a dit oui aussi. Ils avaient des candidats municipaux et quelques élus, je crois. Voilà, donc j'attends après. J'ai envoyé à pas mal de monde. J'ai fait une vidéo là-dessus et j'ai dit que je tiendrais informer les gens en toute transparence. Voilà, mais les courriels sont partis il y a quelques jours, donc les réponses, je pense, vont venir progressivement. Si ça se fait pas, j'en serai le premier déçu. Si on peut me proposer autre chose à la place, moi je signe tout de suite, tant que ça me paraît sérieux et encore une fois plutôt rapproché dans le temps, parce qu'on n'a pas le temps d'attendre, il y a le feu au lac. J'en serais très heureux aussi. Si rien ne se fait et que je vois que chacun continue à répéter à la télévision ou sur ses réseaux sociaux rassemblement, 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 mais en fait ne se donne jamais les moyens de le faire, j'en tirerai les conclusions sur le manque de sincérité de tout ça. Mais je le dirai aussi en toute transparence, parce que moi j'ai pris un engagement avec les gens qui veulent bien m'écouter. Et alors, toute dernière question, évidemment, pour un rassemblement, il faut quand même un meneur, une personne qui se détache. Qui sera ce meneur, Florian Philippot? Non, mais si vous voulez, il faut un meneur, oui, il faut un candidat à l'élection présidentielle. On est d'accord. Mais ça, ce n'est pas une question du mois de mai 2020, ça. On peut avoir, vous savez, ce n'est pas difficile d'avoir des candidats à l'élection présidentielle. C'est généralement pas ce qui manque. Le problème, c'est qu'on a vu que ce n'était pas très solide face à Macron et face au Macron ou ses successeurs. On ne gagne jamais, en fait. Jamais. On est balayé comme un fétu de paille parce qu'on n'est pas prêt. Parce que le rassemblement n'est pas fait, donc il y a des guerres intestines pendant les campagnes, parce que le projet n'est pas solide et qu'au moindre débat, ça se voit, parce qu'on n'a pas assez travaillé, parce qu'en face, on a des gens qui ont beaucoup plus de moyens que nous. Ça nous oblige, puisqu'on n'a pas les mêmes moyens, à travailler 3 fois plus. Ben oui, mais c'est comme ça. Voilà. Mais vous savez, tout ne passera pas non plus par l'élection. Il ne faut pas se leurrer. Je pense qu'il y aura un soulèvement populaire dans les mois qui viennent. Des gilets jaunes puissance 10. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils seront gilets jaunes. Ce sera peut-être tout à fait autre chose. Je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait ce soulèvement populaire qui regroupe toutes les professions, vraiment, qui soit à la fois constitué de classe moyenne, de classe populaire, d'indépendants, de salariés, d'ouvriers, de retraités. Mais il fonctionnera, il aura un vrai pouvoir sur l'oligarchie, il pourra vraiment renverser la table à condition qu'il y ait une issue politique. Sinon, il se passera comme pour le phénomène gilet jaune, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça va tourner en rond. Alors physiquement, sur les ronds-points, ils ont tourné en rond, mais ça a fini par tourner en rond politiquement et ça a fini par désintéresser à peu près tout le monde parce qu'on s'est dit ça ne mène à rien. On y a beaucoup cru, on a beaucoup aimé ce mouvement au début. Et puis, on s'est rendu compte que ça ne menait à rien. Ça a même ensuite été récupéré par les professionnels de la récupération, les antifas, etc., qui sont des gens épouvantables. Et ça a désespéré Billancourt, ça a désespéré tout le monde. Donc, si on veut
ne veut pas retomber dans ce piège, il faut faire en même temps l'engagement politique et le soulèvement populaire. Merci. C'est mon analyse en tout cas, hein. Peut-être que je me trompe, mais j'y ai beaucoup réfléchi. Merci beaucoup Florian Philippot. Mais merci à vous.